Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui, franc congolais, principale devise étrangère? La parité franc congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. 1 dollar vaut 2826,3577 francs congolais. 1 euro équivaut à 3128,4797 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,7693 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 158,5773 francs congolais. Au marché parallèle, 1 dollar américain équivaut à 2865 francs congolais, 1 euro vaut 3100 francs congolais et 1 franc CFA égale à 4,2 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? La tonne du cuivre a enregistré une baisse. Elle coûte 8856 dollars américains contre 9326,35 dollars américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt a enregistré encore une baisse. Il revient à 24 081 dollars américains contre 24 681 dollars américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 2492,99 dollars contre 2507,57 dollars américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à 68,86 dollars américains contre 74,67 dollars américains il y a une semaine. Une tonne de cacao est vendue à partir de 9 663 dollars américains contre 9 785 dollars américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Le gouvernement a consenti des allègements fiscaux en faveur des importateurs du groupe de 9 produits considérés comme faisant partie des biens de première nécessité. On y trouve la viande, la volaille, le poisson, poisson salé, lait en poudre, riz, maïs, huile végétale et le sucre. Alors, quelles peuvent être les conséquences de cette mesure sur l'économie congolaise et aussi sur les producteurs locaux? Jeudi Économie reçoit pour vous le coordonnateur de l'ONG Toile d'Araignée. C'est une organisation qui regroupe des journalistes économiques. Nous aurons le temps d'en parler dans cette émission. Monsieur Jérôme Sekana, bonjour. Bonjour Eric Ambago. La décision de supprimer les taxes sur les produits de première nécessité, est-ce que cette décision est judicieuse, elle est opportune? Elle est opportune, mais précipitée. Pourquoi précipitée? Vous savez, le gouvernement a décidé, conformément au pilier 2 de son plan d'action, parce qu'il y en a 6, qui dit protéger le pouvoir d'achat des ménages, a décidé, le gouvernement, de pouvoir soulager les paniers de la ménagère en supprimant certaines taxes. Il y en a déjà même certaines taxes au niveau du cordon douanier pour les aliments de base que vous veniez de décrire. Et nous, à notre niveau de Toile d'Araignée, nous avons pensé que le gouvernement devrait faire des études préalables. D'ailleurs, lorsque son Excellence, le VPM Mukoko Samba, était venu présenter les mesures, les décisions prises au Conseil des ministres quant à ce, c'était dans un briefing, j'avais pris la parole pour poser la question à son Excellence, Monsieur le VPM, est-ce que vous aviez fait des études préalables pour que vous puissiez prendre des mesures
aussi graves, mais qui vont peut-être, pendant un temps, soulager effectivement le panier de la ménagère. Des études d'impact. Donc, il faut toujours évaluer l'impact. Parce que vous savez que nous sommes avant tout un pays agricole, avant de devenir un pays minier. Et nous devons, lorsque le gouvernement s'engage à prendre des mesures aussi graves, je donne un exemple, pour tous ces produits, la douane perd 50%. C'est-à-dire, on a divisé par 2 le droit des douanes pour tous ces produits. Vous savez, Eric Ambako, que notre pays, au niveau de la République démocratique du Congo, nous avons une économie extravertie. Nous dépendons de l'extérieur de manière chronique. Et ce qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que pour bien manger en République démocratique du Congo, nous déboursons 3 milliards à 3 milliards 500 millions de dollars pour importer à manger. Ce qui n'est pas du tout normal dans la mesure où nous avons les potentialités agricoles dans ce pays. Nous avons 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables, parce que les gens s'arrêtent tout simplement à parler de 80 millions d'hectares, mais il faut ajouter les 40 millions d'hectares irrigables et qu'on peut cultiver pendant toutes les saisons. Et c'est seulement 10% de ces potentiels-là qui sont mis en valeur. Alors nous, au niveau des toiles d'araignée, après ce point de presse-là, nous sommes plongés dans la recherche. Nous avons fait des investigations pour aider notre gouvernement à prendre des bonnes décisions. Et quels sont les résultats de ces investigations? C'est ce que nous venons partager avec vous. D'abord, nous avons constaté qu'il y a presque absence des données statistiques. L'Institut national des statistiques, comme on ne lui donne pas des moyens de son fonctionnement, n'a pas des données statistiques à jour. Donc, il faut faire des exercices assez compliqués pour avoir ne serait-ce qu'une idée. Alors, nous nous sommes plongés dans cet exercice. Nous avons commencé par le maïs. Nous avons constaté que nous produisons quand même le maïs en République démocratique du Congo. Il faut saluer ici les efforts du gouvernement provincial du Haut-Katanga. D'ailleurs, le gouverneur se trouve en Chine et il propose 100 000 hectares aux Chinois pour cultiver le maïs. Mais nous avons également les services nationaux. Les services nationaux qui produisent du maïs, la farine de maïs en quantité industrielle, mais ce n'est pas suffisant pour nourrir tout le monde. Mais lorsque cette quantité de farine arrive à Kinshasa, par exemple, vous voyez que ça casse un peu le prix sur le marché. Et nous avons constaté que depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas réussi à atteindre ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Eric Ambako, un pays qui n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire ne peut pas prétendre à l'émergence, ne peut pas devenir un pays développé. Et quand vous regardez sur la carte du monde, tous ceux qui sont des grands milliardaires en Chine, aux États-Unis, partout, même en Europe, ce sont ceux-là qui travaillent la terre. Lorsque vous investissez $1 dans la terre, et la terre vous retourne 15, voire même $20. C'est absence de politique réaliste, pragmatique. Une absence totale. La preuve est que depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, nous sommes incapables de mettre en valeur les 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables. On a eu plusieurs programmes. Il y a eu programmes volontaristes agricoles. Mobutu nous a fait chanter et danser en disant Salongo est plutôt l'agriculture priorité des priorités. Tous les gouvernements qui arrivent ont un agenda là-dessus. À dire revanche du sol sur le sous-sol. La revanche du sol sur le sous-sol. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, étant entendu que notre croissance économique est tirée en grande partie par le secteur extractif, les mines en premier, il faut changer de paradigme. Il faut que nous investissions dans la terre pour que
la terre puisse nous donner ce dont nous avons besoin, notamment la nourriture pour manger. Sinon, on ne doit pas continuer à dépenser 3,5 milliards de dollars chaque année, alors que nous pouvons cultiver la terre. C'est ça la revanche du sol sur le sous-sol. Nous devons gagner ou conquérir d'abord ce qu'on appelle l'indépendance du ventre. Vous parlez du maïs, là. Oui, il faut investir là-bas. Donc, il faut investir. Nous avons constaté que le service national a des concessions dans les 26 provinces. Le service national est déjà doté d'un train. Si chez le gouvernement pouvait ne serait-ce que décider de donner 1 million de dollars pour chaque province, ou même arriver à dire, bon, une globo, on met 1 milliard de dollars dans l'agriculture et notamment au service national, eh bien, petit à petit, on arriverait à l'autosuffisance alimentaire. Mais directement, prendre une mesure comme ça, nous disons, ça ne peut pas se faire de cette manière parce qu'on risque de tuer la poule aux œufs d'or, on risque de tuer la production locale. Mais pour aller même pour la production, il y a des étapes. Il faut la formation, il faut la semences. Et depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, ces étapes ne sont pas, on ne les a jamais exécutées. Non, ce n'est pas ça le problème. Nous avons des ingénieurs et tout. Le problème ici, nous disons que on peut exonérer le gap. C'est-à-dire, nous devons savoir combien nous produisons en République démocratique. Et cette différence-là, le gap, nous pouvons l'exonérer. Pourquoi nous l'avons dit ça, Éric Ambago, avant que je ne développe tout le reste? Nous l'avons dit, pourquoi? Parce que, tenez-vous bien, dans chaque milliard de francs congolais qui mobilisent nos régies financières, DGI, DGDA, DGRAT, il y a plus ou moins 400 millions de nos francs qui se volatilisent au titre des exonérations dérogatoires et autres. Cela veut dire que si vous avez la DGDA qui a mobilisé 1 milliard de francs, dites-vous que la DGDA aurait dû mobiliser 1 milliard 400 millions. Mais nous continuons à perdre et il y a à boire à manger dans les exonérations. Donc, du coup, les régies financières ont des sérieux problèmes pour mobiliser les recettes. Deuxième raison, pourquoi nous remuons ciel et terre. Le gouvernement est en train de se préparer pour aller déposer en ce mois de septembre ce qu'on appelle les collectifs budgétaires. C'est-à-dire, on va retoucher le budget qui était promulgué par le président de la République en janvier 2024. Pourquoi? Et les raisons sont claires. D'abord, il faut calibrer ce budget-là, le budget en exécution, avec les ambitions du gouvernement contenues dans les programmes du gouvernement Souminou. Et il y a des grandes ambitions là-dedans. Souvenez-vous des 90 milliards étalés sur 5 ans. Ce n'est pas chose facile. Donc, dans ces moments-là, on sera obligé de revoir les assignations des régies financières à la hausse. Et quand on revoit les assignations des régies financières à la hausse, pendant que certaines régies n'arrivent même pas à crever le plafond des assignations, DGDA, DGRAD, surtout des GDA, et même parfois des DGRAD, et même par moment la DGI, certains mois. Cela veut dire que on risque de ne pas atteindre vraiment les objectifs que nous nous fixons. Et pour la DGDA, vous avez Bunagana qui n'est plus sous le contrôle du gouvernement, vous avez Ichacha, il n'y a que Kassindi qui est encore sous notre contrôle, mais il n'y a pas grand-chose qui passe par là. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour que les régies financières ne puissent pas atteindre les assignations de toutes les assignations budgétaires qui seront fixées dans les nouveaux collectifs budgétaires qui va Donc on ne pourra pas atteindre les 18 milliards de dollars comme prévu. Les 90 milliards de dollars. On a dit 18 milliards par an. Je peux vous garantir que ça serait impossible. D'autant plus que les réformes qui devraient être implémentées en aval ne les sont pas encore. Donc, battre de l'aile. Ça, c'est un autre chapitre, je pourrais vous les développer. Donc, passons au manioc. Le manioc, après le maïs, vous avez le manioc. Nos scientifiques nous ont prouvé noir sur blanc que nous pouvons même faire du pain congolais rien qu'avec le manioc et nous passer 10 000. Mais nous ne produisons pas du manioc en quantité suffisante pour nous nourrir. Prenons le riz. Le riz de Bumba est en train de pourrir. Les riz de Kassongo, Maniema, est en train de pourrir.
Et d'ailleurs, il y a faute de routes, etc. Il faut investir dans les routes de dessert agricole pour désenclaver. Il faut interconnecter les provinces. Il faut désengorger les provinces. Faire ce que, donc, permettre à ce que le produit alimentaire quitte les lieux de production vers le lieu de consommation. C'est parmi les mesures que le gouvernement devrait prendre pour faciliter, et on peut même casser les prix et soulager encore davantage le panier de la ménage. Je vous donne un petit exemple seulement en ce qui concerne les riz et Ricambago. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, la tonne métrique du riz sur le marché international est de $15. Et vous connaissez la quantité d'une tonne? C'est 20 sacs du riz de 50 kilos. Rendu Matadi ici, en tout cas, un sac ne peut même pas vous coûter $20. Même 15, c'est trop déjà. Mais nous achetons ces sacs de riz ici à combien? À 50 $. Je parle du sac de riz de 50 kilos. Okay. De 50 kilos. Donc, un seul sac, $50. Donc, et quand vous prenez la tonne, vous êtes à plus ou moins $1000. $1000 alors qu'on a dépensé seulement $15 pour acheter ça. Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Pourquoi on arrive à cette situation? Pourquoi on arrive à cette situation? On arrive à cette situation parce que nous sommes incapables de produire localement. Nous importons. Et en important, il y a des charges dans la structure des prix. On ajoute parfois des taxes fantaisistes qui ne devraient même pas être là-dedans. Ça, c'est le gouvernement? Bien sûr. Donc, il faut plutôt pousser les agriculteurs locaux à cultiver si nous voulons acheter ce riz à vil prix. Je peux donner un autre exemple. Si vous prenez les barges, et partout au monde, il y a des subventions dans l'agriculture. Pourquoi on ne peut pas le faire en République démocratique du Congo? Pourquoi on ne peut pas dire, écoutez, les barges sont disponibles, le gouvernement affrète les barges, dit allez jusqu'à Kisangani, ramassez tous les riz qu'il y a là-bas, vous ne payez pas les transports, c'est ça la contribution du gouvernement. Vous pensez que nous allons acheter ce sac de riz de 50 kilos de très mauvaise qualité à $50 ici? Mais là, il faut que la production commence. Bien sûr. Parce qu'on a vu que Cola, à un moment donné, est allé vers Kisangani, mais n'a pas pu amener beaucoup de marchandises. Pourquoi la population ne produit plus assez? Eric Ambago, et c'est cet abandon qui est même à la base de l'exode rural. Vous savez, 75% de notre population vit dans l'arrière-pays. Et ce sont des agriculteurs. Mais quand ils cultivent, et ils n'arrivent pas à évacuer leurs produits, une année, 2 ans, 3 ans, les autres, ils vous diront, nous ne sommes pas des cobas. Nous aussi, on paie des missi à Landaka, ici, comme à Ezochola. Ils vont suivre les autres, ils abandonnent, ils viennent ici, parce qu'il n'y a pas de vie là-bas. Donc, il faut changer de paradigme. Il faut pousser le jeune à cultiver la terre. Et surtout que l'agriculture est un secteur porteur de croissance économique par excellence. Pour cultiver la terre, on n'a pas besoin d'une expertise. Pour tenir là-haut, est-ce qu'il faut entrer à l'université pour qu'on vous dise de cette manière qu'on tient là-haut? Non. Ou prendre la machette. C'est un exercice qu'on peut faire de manière sporadique et les gens peuvent gagner leur vie. Donc, le problème ici, c'est que tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas investi assez dans l'agriculture. Okay. Et nous avons appliqué la politique des mains tendues. Nous comptons plus sur l'autre. Et lorsqu'il y a un choc exogène de grande envergure, comme la Covid qui venait de passer, eh bien, ce sont des dégâts. Partout au monde, on a tiré des leçons de la Covid. Mais nous, qu'est-ce que nous avons tiré comme leçon? Donc, c'est ça le nez du problème. Okay. Après le riz, après l'huile de palme. L'huile de palme. Je ne saurais pas aller plus loin. Donc, je vais revenir sur l'huile de palme. Pour le sucre, nous avons des sucreries. Il faut réhabiliter. Oui, Kiliba. Et pour la viande, papa, la bonne viande de Massissi, la bonne viande de Goma. De Bounia aussi. Elle dépasse de loin ce qu'on nous fait manger les capas ici. Vous avez le poisson, les chiens-chats qu'on nous vend ici. Vous savez qu'en 1960, c'était destiné pour le bétail.
Ce n'était même pas pour les hommes. Donc, et nous dépensons de l'argent pour acheter ça, alors que nos poissons meurent de vieillesse dans le majestueux fleuve Congo, dans tous nos lacs, notamment Tanganyika et Kivu et consorts. Le lait, ainsi de suite. Mais venons-en maintenant à l'huile de palme. Parce que nous avons fait des investigations là-dessus. Pour l'huile de palme, Éric Ambago, l'offre est de 550 000 tonnes. Donc, nous fonctionnons ici avec cette offre de 550 000 tonnes. Okay. C'est insignifiant par rapport vraiment à nos besoins, mais c'est ça, la réalité. Mais nous produisons combien? Nous produisons 301 000 tonnes. C'est-à-dire, vous prenez les industriels et les artisanaux. Et si vous voulez que je puisse éclater... Et nous avons des raffineurs. Nous avons des raffineurs qui raffinent. Vous avez, par exemple, Boussira Lomami, vous avez Palmuco, qui raffine ici à Kinshasa, beaucoup des raffineurs. Oui, nous avons la compagnie des commerces et des plantations, nous avons Marsavco, nous avons Plantation Huilerie du Congo, nous avons la Société des cultures. Ces raffineurs-là raffinent, tenez-vous bien, 249 000 tonnes l'an. Et qui raffinent, ce sont des jeunes Congolais, des jeunes filles et garçons congolais qui font ce travail-là. Le secteur agricole, agroalimentaire principalement, encadre plus ou moins 1 500 000 personnes qui sont salariées dans ce secteur-là. Vous prenez rien que Plantation et Huilerie du Congo, PHC, 10 000 travailleurs. Même dans les sociétés minières. C'est la première société. Mais bien sûr, c'est la plus grande des sociétés agroalimentaires du pays. Cette société a 10 000 travailleurs salariés. Cette société a payé 5 millions de dollars au titre des impôts et taxes chaque année. Cette société est en train a produit dernièrement 40 tonnes de semences améliorées, de maïs et du riz, et tout ça, et à distribuer gratuitement à la population pour la multiplication. C'est-à-dire, les jeunes gens vont devenir des millionnaires très prochainement là-bas, et cette société a amené même l'Equity BCDC qui accorde des crédits. Et le gouvernement doit appuyer ces Mais bien sûr, ces genres de projets. Et les crédits, les jeunes gens obtiennent les crédits, ils commencent à cultiver, et du coup, on dit, bon, on ouvre la frontière, on supprime les taxes, et l'huile va venir de la Malaisie et tout ça, mais ça va tuer l'industrie locale. Mais il y a un gap, il y a un gap. Non, le gap n'est pas respecté. Les gaps ici, même quand vous suivez le gouvernement ne parle pas de gap. Le gouvernement dit, allez, l'huile raffinée, on supprime. Et on casse les droits des douanes de 50%. L'huile brute, la même chose. Non, ça n'a pas de sens. C'est pour cette raison que nous nous sommes levés, nous avons dit... Mais Jérôme Sekana, la production intérieure... artisanale est de 120 000 tonnes. N'arrive pas à combler le besoin local. Il faut donc apporter... Je suis tout à fait d'accord. C'est là où d'ailleurs je voudrais dissiper un malentendu. Les gens cherchent à m'opposer avec mon professeur, Moukoko Samba. C'est mon prof. Je ne lui arrive même pas à la cheville. Je sais que c'est vraiment une sommité en matière économique. Et c'est lui d'ailleurs qui est le père de la bancarisation. Tout à fait. Tout le monde le sait. Mais je ne voudrais pas qu'on puisse compliquer la tâche à mon professeur. Je le lui avais dit. Parce que les mesures qui sont prises, nous ne sommes pas au premier essai. Ces mesures ont été prises par tous les gouvernements. On a dit on va casser, on va diminuer les prix, et quelques temps après, les prix reprennent de l'ascenseur, et on retombe sur la case du départ. Et donc, il y a même des promesses d'expulser. Non! Ici, il est question de protéger la production locale. Nous disons, écoute, pour tous ces produits-là, je les réponds, voilà. Le maïs, le manioc, le riz, l'huile de palme, sucre, viande, poisson, volaille, lait. Si sucre, bien sûr, j'ai cité sucre. Il faut d'abord qu'on essaie de subventionner les producteurs locaux. Ça, c'est la première. Mais si le gouvernement décide d'importer ou facilite pour éviter les dumpings, pour éviter les dumpings, il faut exonérer rien que le gap.
Le Nigeria vient de le faire, Eric Ambago. Le Nigeria, alors que le Nigeria produit 3 millions de tonnes d'huile de palme, mais le Nigeria importe une partie. Mais vous savez ce que le Nigeria a fait? Il a interdit aux importateurs de venir chercher les devises à la Banque centrale du Nigeria. Même si aujourd'hui nous frottons les mains en disant que nous avons 6 milliards de réserves de choses, mais c'est rien par rapport à nos ambitions. On peut aller encore plus loin. La Banque centrale devrait nécessairement appliquer la loi dans toute sa quintessence, notamment les codes miniers, pour rapatrier les devises issues de la vente des minéraux. Mais ce n'est pas fait. Contrôler les comptes RME et maîtriser ce qu'on appelle aujourd'hui les cambistes des rues, pour que nous ayons tout ça. Mais on constate que les leviers budgétaires pour vous savez, la stabilité du cadre macroéconomique et bipède repose sur les deux piliers. Vous avez le pilier budgétaire qui fonctionne très bien parce qu'on a quand même des marges de manœuvre. On a connu au mois de juillet quelque chose comme 400 millions de dollars d'excédent qu'on a mis de côté. Mais du côté de la politique monétaire, ça boite encore. Et pour qu'il y ait une certaine stabilité du cadre macroéconomique, il faut qu'il y ait des politiques budgétaires et monétaires prudentes. Là, c'est une parenthèse. On pourra développer ça peut-être prochainement. Nous sommes dans l'agriculture. Voilà. Nous disons, s'il faut exonérer le gap. Et ce gap-là, il faut le quantifier. Et ce gap-là, il ne faut pas donner l'importation de ces gaps aux expatriés. Pas même aux expatriés qui sont avec nous ici. Je l'ai dit pourquoi? Parce que notre économie est tenue à 90% par les expatriés. Toutes les banques, la dizaine de banques que nous avons en République démocratique du Congo est tenue, ce sont des propriétés étrangères. Oui, mais c'est eux qui ont les moyens. Non. Mais bien sûr, il y a moyen, papa. Le gouvernement est là pour faciliter. Le gouvernement peut subventionner. Le gouvernement peut demander même aux sociétés agroalimentaires de pouvoir produire les oléagineux pour compléter l'huile. Le gap, il y a moyen de le faire. Il y a moyen de le faire. Du tournesol, soja, ainsi de suite. Il y a moyen de le faire. Le gouvernement est capable de prendre quelques Congolais pour dire que bon voilà, nous vous accordons cette facilité. Le gap, par exemple, comme j'ai dit que nous avons l'offre est de 550 000 tonnes et que nous produisons 300 000 tonnes, 301 000 tonnes par là. Alors, quand vous regardez les gaps de ces 50 000 tonnes, mais on peut dire, bon, Eric Ambago, allez, vous êtes un opérateur économique dans le secteur, allez, voici l'argent, allez prendre, importez-nous l'huile de palme, d'ailleurs. Non, il faut éviter. Il faut des experts dans mais les bien domaines. sûr, il faut être des experts. Il ne faut pas, on ne peut pas développer le pays en tuant la production locale. Si au jour d'aujourd'hui, notre monnaie, notre devise nationale, le moine en pot, n'a pas de valeur, c'est tout simplement parce que nous ne produisons pas assez. Nous produisons ce que nous ne mangeons pas pour des raisons de devises que nous devons importer et nous mangeons ce que nous ne produisons pas. Eric Ambago, ce qu'on nous vend ici, les aliments surgelés, sont cancérigènes. Les études l'ont démontré. Parfois, il y a des formules là-dedans, je pèse bien mes mots. Vous comprenez? Nous devons manger bio. Pendant que nos poissons meurent de vieillesse dans le majestueux fleuve Congo, pendant que nous avons 120 millions d'hectares de terres arables dont seulement 10% sont mis en valeur, pourquoi nous devons aller chercher à manger en dehors de... C'est comme quelqu'un qui dit mourir de soif, il est assis au bord de la rivière, les pieds dans l'eau, et il est incapable de prendre le gobelet qui est juste à sa droite et puiser de l'eau et boire. Ces simples gestes-là, nous sommes incapables de les faire depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Alors vous dites on doit subventionner les locaux, toutes les entreprises que vous avez citées, on les subventionne. Pas seulement de quelle manière? La subvention se fait de quelle manière? D'abord, c'est les producteurs locaux ont besoin pas seulement des subventions. La subvention, ça peut être le plan B. Le plan A, c'est quoi? C'est d'abord les encadrer, leur faciliter la tâche, notamment l'évacuation. Et ici, je parle de producteurs locaux.
Je vous ai dit qu'il faut désenclaver les centres de production pour permettre de faire partie de la production des lieux de production vers les lieux de consommation, notamment les routes des dessertes agricoles. Il y en a plein. Je peux vous dire, Eric Ambago, tout ce qu'on aligne comme argent pour les routes des dessertes agricoles, on n'arrive même pas à consommer 50%. Soit c'est détourné, soit c'est affecté à autre chose. Donc moi, je demande au gouvernement de mettre les curseurs là, sur l'investissement dans l'agriculture, comme le chef de l'État a demandé que nous puissions vraiment faire ce qu'on appelle la revanche du sol sur les sous-sols. Il y a une forte délégation en Chine. Ils sont allés demander que les investisseurs viennent. Nous avons des investisseurs qui ont déjà investi ici. Les Nigérians ont investi plus de 200 millions de dollars dans PHC, l'exemple que je vous ai donné ici parce que j'ai mené des études là-dessus. Vous savez qu'ils sont ils cherchent à construire même une usine de biogaz pour donner du courant à toute la population. C'est eux qui sont en train de distribuer 40 tonnes de semences améliorées. C'est eux qui ont amélioré les salaires. C'est eux. Et je vais vous donner une anecdote, une toute petite anecdote. J'étais à Kisangani. Il y a un compatriote, je vais taire son nom parce que je n'ai pas demandé sa permission avant de m'exprimer à ce sujet. Lui, il achetait il fabriquait les œufs. Donc, il avait des poulaillers et tout ça. Il produisait les œufs et les poulets de chair. Et il vendait ça à PHC. Et on a vu, quelques temps après, un opérateur économique ougandais débarquer à Kisangani. Il a distribué les enveloppes kaki. Suivez mon regard. Et du coup, oui. Et du jour au lendemain, on a appris, voilà, on autorise l'importation des œufs et des poulets de chair. Et les poulets de chair, les œufs, inondés Kisangani. Ça a cassé le prix. Le monsieur était obligé de fermer. Parce qu'il ne pouvait plus tenir le coup avec sa petite entreprise. Et le monsieur qui est venu de l'Ouganda voulait aussi aller ravir le marché du côté des PHC. Je félicite les autorités des PHC parce qu'elles ont dit, écoutez, non et non et non. Ici, nous ne pouvons consommer que les œufs et les poules de chair fabriquées et donc produits par des Congolais. Ils ont pris le monsieur, ils l'ont amené à l'usine, ils lui ont donné les moyens et le monsieur est en train de produire. Il a même augmenté sensiblement sa production et son personnel. Il a un client potentiel qui est là. Ce sont des choses comme ça que nous devons faire. Le gouvernement a plusieurs marges de manœuvre. On peut alléger également les charges fiscales. Mais bien sûr, alléger les charges fiscales à l'intérieur, les mesures ne manquent pas. Les mesures ne manquent pas. Mais le gouvernement a l'argent destiné, même dans le budget actuel. Il faut laisser sortir tout ce qui est prévu dans l'agriculture. On avait prévu 920 millions de dollars pour 2024, mais le ministre de l'Agriculture parlait de taux d'exécution de 0,5%. Vous me rejoignez. Et tant qu'on se comportera comme ça, Eric Ambago, nous resterons affamés. Nous continuerons à importer ce que nous mangeons. Et c'est grave. Vous savez très bien que la première indépendance, c'est celle du ventre. Tant que vous n'avez pas encore maîtrisé l'indépendance du ventre, vous ne pouvez pas prétendre accéder à l'indépendance économique. Et je vous ai dit tantôt que le premier milliardaire, le plus grand d'ailleurs, c'est dans l'agroalimentaire. Si nous voulons suivre encore le mot d'ordre du président de la République qui a demandé à la RSP de pouvoir de booster les jeunes, mais c'est dans les secteurs de l'agroalimentaire où on peut investir suffisamment et on peut trouver des millionnaires. Donc, le gouvernement doit rééquilibrer cette décision. Bien sûr. Nous disons, gouvernement, vous avez pris des mesures de manière précipitée. Nous voulons que vous puissiez, approcher ceux qui travaillent dans tous ces secteurs, toutes ces filières-là, pour faire une vraie évaluation. Je vous informe que le gouvernement a pris ces mesures dans son bureau. Sans évaluation. Sans concerner tous ceux qui produisent. Donc, on a travaillé dans des bureaux. Il faut convoquer tous ceux qui produisent le maïs pour évaluer ce que nous produisons exactement et dégager le gap. Et c'est ces gaps-là qu'il faut exonérer. Il faut le faire pour le maïs, il faut le faire pour le manioc, il faut le faire pour le riz, il faut le faire pour l'huile de palme. Il faut parler, discuter
avec tous ceux qui opèrent dans ces secteurs-là. Ça, c'est la première des décisions. Deuxième décision, et ça, c'est à court terme. Deuxième, donc, à moyen terme, il faut investir dans l'agriculture, dégager, libérer tout ce qui est prévu pour investir dans l'agriculture, notamment le désenclavement de nos provinces, réhabiliter les routes des dessertes agricoles, subventionner certains petits agriculteurs, si possible également disponibiliser les moyens de transport, et le prix va chuter, les pouvoirs d'achat de la population va s'améliorer, et le panier de la ménagère que veut soulager le gouvernement sera soulagé au-delà de nos attentes, dans la mesure où non seulement nous allons garder les peu de devises que nous avons à l'intérieur du pays, mais nous allons créer des millionnaires. Mais si nous autorisons que tous ces produits rentrent en exonération, eh bien, ce ne sont pas les Congolais que nous enrichissons. Nous enrichissons ceux qui travaillent, ceux qui cultivent le riz en Indonésie. Nous enrichissons, les devises vont en Malaisie pour l'huile. Les devises créent de la valeur ajoutée en dehors du territoire national. Nous voulons que les devises qui sont entre nos mains puissent créer de la valeur ajoutée à l'intérieur du territoire national. Nous voulons booster, il faut changer de paradigme. Si depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on recourait à ces vieilles recettes-là, qui consistaient, quand il y a une petite crise, un petit choc, allez, on ouvre les frontières, on exonère, ça n'a pas marché. Mais M. Sekana, ça peut être possible pour l'huile parce qu'il y a des gros producteurs. Oui. Mais pour le riz, pour le manioc, il y a encore du travail à faire. Mais bien sûr. Il faut disons, sortir ces opérateurs économiques de ces différents secteurs. Et je ne sais pas si je me fais comprendre, Eric Mbago. Au niveau des toiles d'araignée, nous ne sommes pas contre. Et les gens doivent comprendre notre message clairement. Nous ne sommes pas contre. Nous disons, s'il faut exonérer, il faut exonérer seulement le gap. Vous n'allez pas me dire que nous ne produisons pas de la viande ici. Vous n'allez pas me dire que nous ne produisons pas le riz ici. Vous n'allez pas me dire que nous ne produisons pas le manioc ici, le sucre, et ainsi de suite. Kwilungongo est là. Mais pour éviter de tuer l'industrie locale, pour éviter d'anéantir les producteurs locaux, nous comptons d'abord sur ce qu'eux font. Qu'est-ce qu'ils produisent? Mettons ça sur la table. Discutons avec eux. Peut-être qu'il y a ceux-là qui peuvent produire 10 fois plus ce qu'ils font, si et seulement s'ils ont une petite subvention du gouvernement. Mais posons la question. On ne parle pas avec eux. Comment on les saura? Vous comprenez ça? Alors, le reste maintenant, on peut dire, bon, le gap est d'autant dans chaque produit. Maintenant, c'est ces gaps-là qu'on exonère. Et puis, on prend des mesures d'encadrement. J'ai donné quelques exemples. Pour le maïs, étant donné que au Katanga, dans les grands Katanga, nous produisons autant, les services nationaux nous produisent autant, les gaps étant par exemple des 100 000 tonnes, eh bien, les 100 000 tonnes-là ne peuvent importer ces 100 000 tonnes que des Congolais qui œuvrent dans les secteurs. Ils sont nombreux. Ils peuvent aller acheter, ils viennent vendre. Pourquoi seulement les expatriés qui ont déjà les monopoles de toute notre économie ici, c'est toujours eux qui vont importer et venir nous vendre ici? Ça n'a pas de sens. Il faut changer de paradigme. Mais l'économie est, comme vous dites, est tenue par les expatriés. Oui. Nous ne sommes pas xénophobes pour autant. Oui, mais ils risquent de bloquer ce genre d'initiative. Ah, voilà. Mais ils nous font déjà du chantage. Même pour ce qui est des taux de change, la spéculation, hein, les surchauffes parfois que nous vivons dans les secteurs monétaires ici, c'est dû à ça. Parce qu'ils peuvent s'entendre et faire chanter le gouvernement. Il faut que petit à petit, nous puissions nous approprier notre économie. Qui a dit que nous resterons des éternels importateurs, Eric Mbago? Que nous devons seulement démérer les débouchés des autres. Tous les voisins, quand ils font leurs calculs, leurs projections d'investissement, ils regardent, ils disent, il y a un grand débouché en République démocratique du Congo. Non. C'est le rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Qu'est-ce que nous donnons sur le commerce international, au niveau du marché international? Nous devons, en plus de recevoir, donner aussi, offrir aussi. Si nous pouvons produire 1 million de tonnes d'huile de palme, mais la différence, nous pouvons aussi vendre ça.
à l'étranger. Est-ce que nous, on n'a pas besoin des devises? Qui a dit que ce sont seulement les opérateurs économiques des pays étrangers qui ont besoin des devises et ils doivent venir les chercher en République démocratique du Congo? Ces sociétés, ces locaux peuvent également produire, arriver à 550 000 tonnes de... Mais bien sûr, j'ai dit ici que l'évaluation du potentiel intérieur dans les secteurs agricoles n'a pas été faite. En d'autres mots, c'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, il faut évaluer les potentiels, il faut booster les secteurs agricoles à l'intérieur du pays, les artisanaux comme les industriels, il faut les écouter. Et vous allez prendre de bonnes mesures. Parce que vous risquez de prendre des mesures qui vont tuer la poule aux œufs d'or. Ça, ce sera à court, à long terme ou à moyen terme? Ce que je viens de dire, c'est à court terme. Ce que je viens de dire, c'est à court terme. À moyen terme, il faut donner l'argent au niveau du service national, qui a des concessions dans toutes les 26 provinces. Et donner 1 milliard, par exemple, au service. Quand j'ai dit ça encore quelque part, on m'a dit, mais comment on va seulement donner au service national? Oui, parce que le service national a l'expertise. Parce que dans la plupart de nos provinces, les jeunes gens ont déserté. Il y a l'exode rural. Il faut leur donner le goût de rentrer là-bas. Et pour leur donner le goût, leur montrer qu'ils peuvent devenir riches, il faut que les services nationaux produisent chez eux là-bas. Comme ça, quand ils sont ici à Kinshasa, ils crevent de faim et ils vont comprendre, ah ben, je peux aller même travailler au service national là-bas, ou encore je peux cultiver aussi mon champ. C'est de cette manière qu'on peut stimuler la production. Parlons du maïs. Oui. Chaque année, le gouvernement est en négociation avec la Zambie, par exemple, pour essayer d'obtenir du maïs pour régler le marché de ce côté-là. Il y a des problèmes au niveau du Grand Kasaï. Il n'y a jamais de solution. Mais vous nous rejoignez, c'est le même refrain. C'est le même refrain. Nous disons, mais non. Nous attendrons encore combien d'années pour que nous puissions arriver à l'autosuffisance alimentaire? Si au moins on n'avait pas le potentiel, on n'avait pas les 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables, on comprendrait. On dirait que non, il n'y a pas d'espace pour cultiver, alors nous devons nous contacter de l'importation. C'est ça. Mais le gouvernement, sa politique ne repose que sur l'importation. Il faut importer, et nous devenons seulement des bouches à nourrir. C'est comme des petits oiseaux qui se trouvent dans un nid et qui ouvrent le bec attendant que la maman vienne avec la nourriture pour mettre dans le bec. Non, ce n'est pas ça. Nous devons travailler. S'il faut donner du travail aux jeunes Congolais, c'est dans l'agriculture. Et c'est ça que nous voulons. Donc nous ne sommes pas... Aujourd'hui, il faut donner par exemple de l'argent aux producteurs dans le Grand Kasaï, le Grand Katanga pour produire. Oui. Il faudra les identifier. Mais bien sûr, ils sont identifiés. Le ministère de l'Agriculture a le palmarès. Je vous dis que ce ministère a même l'expertise. C'est l'argent qui fait défaut. C'est l'argent qui fait défaut. Et je vous informe que les importateurs mettent le paquet parfois pour empêcher le gouvernement d'atteindre cet objectif-là. Et si vous creusez de très près, ils doivent être derrière pour que le gouvernement exonère l'importation de ces produits-là, pour leur permettre de gagner des milliards sur les bouches à nourrir des Congolais qu'il y a en République démocratique. Si vous dites que depuis l'indépendance, on n'arrive pas à changer le paradigme, il y a un problème. Dites-moi le contraire. Il y a aussi un problème de leadership. Le leadership, bien sûr. Et c'est ça, ce que je suis en train de dire ici, relève bien du leadership. Il faut taper du poing sur la table. Si le président de la République donne le ton, il dit il faut la revanche du sol sur le sous-sol. Mais le gouvernement doit s'exécuter. Et le gouvernement doit s'exécuter pas en prenant des demi-mesures. Je vous ai dit tout à l'heure avant d'entrer dans ce studio, lorsque vous voulez soigner un malade qui a une grosse plaie au pied, une plaie cancérigène, mais vous ne venez pas avec le mercurochrome. Vous venez avec des antibiotiques puissants. Vous pouvez soigner. Et ne vous précipitez pas à couper la jambe. Peut-être la personne peut encore marcher. Donc, nous ne voulons pas que les vieilles recettes qui n'ont pas donné des résultats, parce que les opérateurs économiques sont des grands dribbleurs. Ils peuvent faire semblant de baisser les prix pendant quelque temps. Et puis, par après, le prix va remonter et c'est
la population qui va payer encore le pot cassé. Alors que de l'autre côté, le gouvernement ne pourra pas revoir à la hausse les salaires des fonctionnaires pour augmenter, améliorer le pouvoir d'achat. Et là, ça deviendra un problème. On peut accuser les opérateurs économiques, mais il y a aussi la part du gouvernement avec cette fiscalité qu'on qualifie de toxique, d'étouffante pour les opérateurs économiques. Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Moi, je serais même d'avis que même s'il faut exonérer de toutes les taxes ceux qui travaillent dans les secteurs agricoles, il faut le faire, pourvu que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. Je vous ai dit ici, Éric Ambago, lorsque la population se nourrit bio, lorsque la population mange très bien, eh bien, vous avez de jeunes gens qui sont en forme, capables de travailler, et surtout, les quotients intellectuels augmentent. Mais lorsque vous mangez n'importe quoi, la nourriture qu'on nous vend ici, des surgelés ici, les quotients intellectuels ne vont pas augmenter, Éric Ambago. C'est clair. C'est clair. Donc, il faut que le gouvernement s'investisse dans ces domaines, mette le paquet dans. Or, le gouvernement n'est pas dans cette logique-là. Pour le gouvernement, il faut tout de suite exonérer et on inonde les marchés, on applaudit pendant quelques temps et puis les années passent. Nous allons continuer à marquer les pas. On n'atteindra jamais l'émergence. Si on a un budget de 18 milliards de dollars, par exemple, il faudrait peut-être 20%. Mais bien sûr, parce que l'éducation doit prendre 30%. L'agriculture doit prendre 20%. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Mais combien nous dépensons dans l'agriculture? On pouvait prendre même 15%, si nous disons que nous avons d'autres tâches. Mais l'agriculture, c'est le moteur de la croissance économique. C'est le secteur agricole, c'est le secteur de croissance économique par excellence. Nous suggérons au gouvernement d'abord, à la première ministre de ne pas prendre ces décrets-là. Parce que si je suis content, il était prévu une réunion aujourd'hui, mais la réunion a été reportée parce que la première ministre, Madame le Premier ministre, a demandé à ses ministres de les rejoindre pour analyser. Certainement que Madame le Premier ministre a entendu notre sonnette d'alarme que nous avons tirée. Alors, il faut que le gouvernement, Madame le Premier ministre, ne puisse pas prendre dans la précipitation ces décrets. De deux, il faut écouter tous ceux qui travaillent dans toutes ces filières, filière maïs, filière manioc, filière riz, pour évaluer notre capacité, ce que nous produisons, et connaître l'offre, évaluer l'offre, et surtout dégager le gap qui doit être exonéré. Je dis et je répète, il faut exonérer rien que le gap. Et cette exonération doit concerner des Congolais, pas des expatriés. Troisièmement, il faut avoir une politique prudente qui doit nous amener dans l'autosuffisance alimentaire. Il faut investir, c'est-à-dire il faut subventionner les filières agricoles. Il faut désenclaver les provinces, c'est-à-dire les routes des dessertes agricoles, il faut investir là-dedans pour réhabiliter les routes des dessertes agricoles. Il faut mettre les moyens de transport pour l'évacuation de produits alimentaires de point de production vers le point de consommation. Et à long terme, il faut prendre les services nationaux, mettre le paquet pour que les services nationaux puissent mettre en valeur toutes ces concessions qui est là dans toutes les 26 provinces et qu'on cultive la nourriture que nous mangeons. En priorité, le maïs, le manioc, le riz et tout ce que vous pouvez vous imaginer, de sorte que 5 ans après, nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. Je rappelle que notre invité, c'est M. Jérôme Sekana, qui est le coordonnateur de l'ONGD Toile d'Araignée. M. Jérôme Sekana, avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Un pain coûte au moins 500 francs, un plateau d'œufs est vendu à 17 500 francs, un œuf coûte 700 francs, une mesurette ou copeaux de riz coûte 2000 francs, un sac de riz de 25 kg est à 73 000 francs, une mesurette ou copeaux de haricots varie entre 3 000 et 5 000 francs. Les prix sont fixés selon la qualité des haricots. Un sac d'haricots est à 220 $ américains. Un sachet de sucre de 5 kg coûte 16 000 francs, une mesurette ou copeaux de sucre coûte 2 000 francs, un sac de semoule de 25
kg varie entre 46 et 68 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo coûte 3 000 francs. Une mesurette ou écolo de maïs est à 2 000 francs. Une mesurette ou écolo de farine de froment revient à 4 500 francs. Le sac est à 205 000 francs congolais. Un tas de bananes plantains varie entre 3 000 et 10 000 francs. Un kilo de gésier revient à 8 000 francs congolais. Un kilo de poisson chinchard varie entre 8 000 et 10 000 francs congolais. Un kilo de viande de bœuf est à 20 000 francs congolais. Un poulet sans emballage, appelé communément poulet nu, est vendu selon le poids. Il va de 7 000 à 15 000 francs congolais. Un kilo de cuisse de poulet est à 7 000 francs congolais. Un kilo de poisson salé coûte 22 000 francs congolais. Une botte de zamarante est à 2 000 francs. Celle de feuilles de manioc se vend à partir de 3 000 francs congolais. Celle des épinards est à 2 000 francs. Celle de pointe noire est à 1 500 francs congolais. Un chou paumé varie entre 1 500 et 5 000 francs congolais. Un filet d'oignon se vend à partir de 25 000 francs congolais. Un oignon est vendu à partir de 200 francs congolais. Une tomate fruit se vend entre 200 et 500 francs congolais. Actuellement, un tas de tomates fruits revient à 500 francs congolais. Un tas de piments se vend à partir de 500 francs congolais. Une mesurette ou sacomi de sel est à 1 000 francs. Un tas de bananes plantains varie entre 3 000 et 10 000 francs congolais. Merci Berwantonda, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors, Monsieur Jérôme Sekana, rapidement, quelques questions courtes, réponses courtes, questions directes. Toile d'araignée, ça se passe bien? Très bien. Sinon, si nous n'étions pas bien, nous n'allions pas venir ici. Nous sommes là, nous observons ce qui se passe, nous exécutons notre mission. Nous tirons la sonnette d'alarme quand il le faut. Vous voyez que les piliers 4 du gouvernement, qui demandent à ce que le gouvernement puisse poursuivre et accélérer la diversification des sources de l'économie. Mais comment on peut atteindre la diversification des sources de financement de l'économie si on n'investit pas dans l'agriculture? Alors, ça se passe bien maintenant avec l'IGF. Vous avez sur les inspecteurs, ça passe bien, bien sûr, très très bien. Ça veut dire qu'il y avait des commissaires. Non, le problème a été réglé, mais sauf qu'il y a encore un petit souci. On a mal affecté les commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes, la procédure est simple, parce que vous me posez la question. La procédure est simple. C'est au niveau des entreprises et établissements publics qu'on recrute les commissaires aux comptes. Selon leur profil, ils doivent avoir l'expertise dans les domaines. Et ces commissaires aux comptes sont proposés par les conseils d'administration au ministre de tutelle. Le ministre de tutelle envoie la liste au gouvernement pour que le chef du gouvernement prenne les décrets qui nomment les commissaires aux comptes pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris à la tête des clients. Au lieu de suivre les spécificités des commissaires aux comptes, mais on envoie ses amis, ses épouses, ses copains dans des entreprises où on pense qu'il peut y avoir beaucoup de moyens. Alors, imaginez-vous, on donne les bistouris à un menuisier pour faire la césarienne et on va déplorer les dégâts. Le gouvernement, 100 jours bientôt, l'économie se porte mieux? L'économie ne se porte pas tellement bien dans la mesure où nous avons encore des difficultés. Le panier de la ménagère est en train de subir l'érosion. Nous vivons ce qu'on appelle l'érosion du pouvoir d'achat de la population. Mais quand vous regardez du côté des finances publiques, le levier budgétaire fonctionne bien. Et nous osons croire, sauf que le gouvernement doit mettre les curseurs sur les réformes. Les réformes sont incontournables, surtout dans les régies financières. Nous avons le malheur dans ces pays de voir le gouvernement mettre toujours la charrue devant le bœuf. Il faut commencer par implémenter les réformes avant de revoir à la hausse les assignations budgétaires. Je rappelle que notre invité, c'était M. Jérôme Sekana. Il est coordonnateur de l'ONG Toile d'Araignée. M. Jérôme Sekana, merci d'avoir répondu une fois de plus à l'invitation de Jeudi Économie. Merci beaucoup, Eric Ambago. Et nous osons croire que la population, les auditeurs, les téléspectateurs et surtout les membres du gouvernement vont comprendre notre démarche. Nous sommes Toile d'Araignée. Nous sommes là pour aider le gouvernement à prendre des bonnes décisions. Et nous ne voulons pas que les décisions qui seront prises soient critiquées vite par la même population. Eric Ambago, je vais terminer cette émission avec une toute petite phrase, un petit adage, qui dit ceci:
c'est dans la négligence de petits devoirs que se fait l'apprentissage des grandes fautes. Le gouvernement a toujours négligé ses devoirs. Et ces petits devoirs qu'il néglige depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale le poussent à des grandes fautes. La faute ici, c'est l'insuffisance de nourriture au pays et nous n'arrivons pas à atteindre ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Il faut éviter de négliger les petits devoirs pour ne pas commettre des grandes fautes. Merci à Patrick Mugongo et à John Condé qui ont assuré la partie technique. Merci à Miguel Mena qui a assuré la réalisation. Vous pourrez suivre cette émission sur notre page Facebook, Jeudi Économie avec Eric Ambago. À très bientôt. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago.